Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Arthur Vernon, nous retrouvons Philippe Breneau qui, comme toujours, va nous faire découvrir d'autres choses sur la sexualité humaine. Je suis pas sûre que ce soit très gai ce que vous allez nous raconter aujourd'hui, Philippe. Pas forcément gai, Brigitte, mais c'est une lecture de plage, j'allais dire. Oui. Oui, je voulais vous parler du sexe comme arme de guerre et de dissuasion, mais dans un contexte très particulier. Alors, on sait combien le sexe a joué et joue toujours dans les conflits armés aujourd'hui, un rôle majeur dans les conflits armés pour déstabiliser l'ennemi et souvent dans sa structure sociale, notamment par le viol, la prostitution forcée, l'esclavage sexuel. Enfin, il y a des choses vraiment terribles dans ce monde. Mais je viens de découvrir le rôle du sexe dans la régulation des rapports sociaux en captivité, et notamment, autrefois, parce que ça n'existe plus aujourd'hui, au bagne, où il y avait un rôle déterminant. Alors c'est un roman, j'allais dire passionnant, que je viens de lire. En fait, c'est une biographie romancée, mais qui est tout à fait extraordinaire, de l'un des plus grands forçats du XXe siècle, qui s'appelait Armand Spillers. Armand, alors c'est paru sous le titre d'Armand le Bagnard. C'est mon ami André Benjebar, qui est un grand historien, qui l'a écrit au Cherche Midi. C'est un récit palpitant d'un monde très peu connu qui va nous montrer les limites de l'humanité, ou j'allais dire de l'inhumanité. Oui, oui. Et donc ce fameux Armand, il s'est retrouvé au bagne de Cayenne, j'imagine. Il s'est trouvé au bagne de Cayenne. Pendant des années, quoi. Voilà, Spillers, il est né en 1902, mais il est très connu. Pardon. Il est né de 1902 dans le nord de la France. Il a été condamné en 1925 à 10 ans de travaux forcés, déporté au bagne de Cayenne, dont il va s'évader. Il va s'évader de Cayenne, de la prison de la Santé, à Marseille également. Il y a eu 6 évasions. Il est connu parce que c'était l'évadé permanent. Il est arrivé à des choses extraordinaires. Et il a confié à André Benjebar, il a confié tout ce qu'il avait vécu. C'est tout à fait extraordinaire. On découvre la vie et l'intimité de ce monde entièrement masculin, très machiste, violent, et une arme, le sexe. Je vous lis un tout petit passage. On lui assigne un numéro, bien entendu, on le mit dans une cellule d'isolement. Il aimait autant être seul que dans un dortoir collectif. Des histoires effrayantes circulaient sur les violences de nuit. Les forts à bras, les anciens des bagnes d'Afrique, des colosses musclés et tyranniques, harcelaient les jeunes condamnés pour leur en faire, leur future gagneuse. Alors la gagneuse, c'est en fait, ils vont gagner leur fric avec, c'est-à-dire qu'ils vont ils le féminisent, ils vont la prostituer, et ce sont des rapports de soumission par prostitution. Je continue un petit peu plus loin. Armand se demandait dans quel lupanar il avait atterri. Il avait deviné que c'était son corps de jeune homme qui lui valait tant d'égards de la part du vieux bagnard qui l'affranchissait. C'est-à-dire qu'il a une sorte de protecteur. C'est parce que ce protecteur le trouve très beau et qu'il va essayer d'en profiter. Et plus loin, il y a des passages extrêmement terribles dans ce monde-là. Le regard apeuré des nouveaux arrivants qui craignaient d'avoir à choisir entre la soumission sexuelle et la mort. Mais on sait que ça existe dans les prisons. Alors ça existe dans les prisons. Ce genre enfin cette sexualité-là de dominant et. Exactement, Brigitte, ça existe dans les prisons, mais avec le fait que dans les prisons, ça ne va pas jusqu'au meurtre. Alors que là, c'est régulièrement. Oui, bien sûr, c'est ça existe de temps en temps. Moins pire, oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, celui qui refusait, on le retrouvait mort 2 jours plus tard. Et alors apparaissent 2 catégories. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est même dans les rapports médicaux. Le médecin les annote PP ou PA. Alors, c'est pédéraste passif ou pédéraste actif. Et en définitive, on se retrouve un petit peu dans la situation que l'on connaissait depuis l'Antiquité, c'est-à-dire que le pédéraste, enfin l'homosexuel actif n'est pas un homosexuel. C'est que l'homosexuel passif
qui accepte ou qui est contraint que l'on va appeler homosexuel. Et d'une certaine façon, les forts à bras sont ceux qui s'emparent des jeunes, qui en font leur proie, qui vont les prostituer, mais en définitive... Oui, le PD, c'est celui qui subit et qui se fait sodomiser. Soyons clairs, oui, bien sûr. Alors ça s'appelait, ça s'est appelé pendant longtemps, je me souviens dans les classifications, on appelait ça l'homosexualité de compensation. Parce que le médecin, par exemple, fait toute cette réflexion et il dit, enfin, le médecin dont parle Armand Spillers, il dit tous des invertis. Et c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en définitive, tous se disent bien hétéros, d'ailleurs, quand on leur demande, sauf, et même peut-être tous, sauf quelques-uns, mais par contre, il y en a qui sont soumis à accepter, et les autres qui vont avoir d'une certaine façon, la plupart se déclarent hétéros, mais qu'en l'absence de partenaire féminine, eh bien tout paraît faire l'affaire. Un petit peu comme sur les bateaux à l'époque. Vous avez la même chose, les longs courriers, les terres nevasses. Il y avait effectivement... il faut se rappeler que le terme phoque, qui a priori, on a toujours cru que c'était l'animal, mais en fait non, c'est le phoque, c'est une voile particulière, et ça vient de l'époque où quand il y avait des longues traversées et que les marins étaient longtemps sur des bateaux sans femmes, ils prenaient ce qu'ils avaient sous la main. Il y en avait un qui se dévouait pour être dans le tonneau, ils appelaient. Il y avait aussi l'histoire de Phoque, c'était aussi par proximité avec l'américain fuck. Il y a les deux étymologies qui sont vraies et qui marchent en même temps. Et simplement pour conclure un petit peu là-dessus, le sexe était, parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui pourraient être faites, le sexe était surtout là comme une arme de dissuasion, mais surtout comme un moyen d'affirmer son rang social, c'est-à-dire pas la rivalité entre mâles qui va assurer un rang de dominance. C'est-à-dire je suis le dominant parce que c'est moi qui ai le plus de prostituées, c'est moi qui vais avoir un certain rang social. Mais vous qui êtes anthropologue, Philippe Breneau, on le voit chez les animaux, par exemple, quand un chien mâle monte sur un autre chien mâle, c'est un rapport de domination, c'est pas parce qu'il a envie de le sodomiser. Ça, c'est l'interprétation qu'on fait en tant qu'humain, mais voilà, vous avez raison. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que je vais dire dans les dernières décennies, pour déculpabiliser, pour arriver à rendre licite un petit peu l'homosexualité masculine qui est très difficilement acceptée par beaucoup de milieux, on a dit il y en a un peu partout de l'homosexualité. C'est pas très vrai, parce que par exemple dans la nature, on trouve par exemple soit des mâles qui montent des mâles, soit des femelles qui montent des femelles. Souvent quand il y a un déséquilibre populationnel, il y a des populations en Afrique où par exemple tout d'un coup il y a presque que des femelles, les femelles vont se frotter les unes contre les autres. C'est pas de l'homosexualité, c'est en fait un apaisement de l'excitation dans les périodes de chaleur, d'œstrus, de la même façon pour les mâles, ou alors des rangs de domination. On le voit par exemple chez les grands primates, lorsque un individu est extrêmement agressif, il y en a un autre qui prend une position dite féminine, femelle, qui donne l'impression de se faire monter, sauf qu'il n'y a jamais de pénétration, on ne connaît pas ça, et c'est une façon d'apaiser l'agressivité dans le groupe. Et je crois que là, alors on retombe peut-être un petit peu de la même façon, parce que c'est un groupe où il n'y a que des mâles dans ces bagnes, mais il y a quelque chose de terrible, c'est-à-dire que le sexe est le moyen de les soumettre. Voilà, je conseille, c'est une lecture de vacances, ça s'appelle Armand le Bagnard, c'est L'éternel évadé d'André Benjebar, c'est au Cherche Midi, c'est franchement passionnant, et puis ça nous fait réfléchir sur ce qu'est fondamentalement les rapports de domination par le sexe. On voit de quelle façon la sexualité masculine pénétrative est un moyen de soumettre l'autre, qu'il soit de même sexe ou d'un autre sexe. Alors ça, c'est une lecture qui est intéressante. Moi, ce que j'entends surtout également, parce qu'on a aujourd'hui dans les médias ou les réseaux sociaux une appréciation différente de cet aspect, qui est celui du besoin sexuel, où on peut entendre notamment dans certains courants féministes qu'il n'y a pas de besoin sexuel. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on a une homosexualité de substitution. Donc, le besoin sexuel, il est tellement important en réalité qu'il en est à changer
le désir initial ou naturel qu'on pourrait avoir. Oui, faute de grille, on mange des merles, quoi. Mais oui, mais c'est quand même. Je suis d'accord. C'est quelque chose. C'est quand même hallucinant. En fait. Bien sûr. De se dire, il y a un tel besoin sexuel que même si on est hétérosexuel, qu'on a un désir naturel pour des femmes, et ben au bout d'un moment, on se dit, c'est pas grave, tant pis, je passe avec un homme, mais j'en ai vraiment besoin. Et ça, c'est quand même une illustration, je pense, assez flagrante de ce besoin sexuel. J'ai eu une conversation intéressante il y a 3 jours avec des pédopsychiatres et des psychiatres et bref, et on en arrivait à la conclusion, ça c'est une chose qu'on n'ose pas dire, mais on en arrivait à la conclusion que si aujourd'hui on a une baisse de la sexualité des jeunes, mais on a une augmentation des suicides, une augmentation de l'anxiété, et qu'il y a peut-être un lien à faire entre les deux. Alors moi je dis pas qu'il faut le faire ou pas, mais il faudrait peut-être quand même se poser la question. En tout cas, au Japon, c'est exactement la même situation. Absolument. Comme par hasard, c'est le pays où il y a le plus de suicides et celui où il y a le moins de sexualité. Oui, exactement. Je ne sais pas si on peut faire le rapport, parce qu'il y a une histoire très particulière au Japon entre 2 ou 3 générations après la présence américaine, le refus de non, mais on parle du suicide et du manque de sexualité. Parce que quand vous finissez par vous masturber devant de la pornographie et que vous êtes de plus en plus anxieux et de plus en plus proche de... et puis je crois que, par exemple, l'histoire d'une part des arguments sur il n'y a pas de besoin sexuel, je comprends bien, moi-même je le soutiens. Il n'y a pas de besoin sexuel mais dans le sens où si on n'a pas de sexualité de 8 jours, de 15 jours, de 3 ans, il n'y a rien qui se passe sauf de la frustration, c'est pas sur un autre plan. Et c'est peut-être là-dessus que une part des mouvements féministes disent d'une certaine façon, il n'y a pas de besoin sexuel qui est toujours prétendu pour les hommes. Et c'est d'ailleurs comme ça que les femmes Par contre, les hommes ont du mal avec une habitude qui est en définitive une habitude coïtale, éjaculatoire, de ne pas la réaliser. Je suis entièrement d'accord. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, enfin, on sait quand même que la testostérone, c'est elle qui provoque le plus la pulsion sexuelle et qu'elle est quand même largement dominante chez l'homme par rapport à la femme. Donc, et alors là, dans ces conditions, pourquoi ils changent complètement leur sexualité s'ils n'ont pas de besoin sexuel ? Dans les bagnes, non, c'est pas ça, et je crois que le terme de compensation est pas mal, c'est-à-dire que vous ou moi, si on est hétéro, on se retrouve au bout d'un moment de masturbation, dans le fond, avoir des contacts humains dans un moment d'intimité, eh bien effectivement ça sera... Puis nous, si on n'a pas d'homme sous la main, on prend un jouet. Exactement. On prend ce qu'il y a, on fait ce qu'on peut. Quand on parle de compensation, on compense quelque chose, et ce quelque chose, c'est un besoin. Est-ce que c'est pas le... Oui, mais est-ce que c'est pas sur le plan affectif plus que sexuel? Philippe fait très attention avec les féministes. C'est un mâle blanc depuis 50 ans. Vous n'avez pas encore 50 ans, Arthur Vernon. Vous pouvez encore vous en tirer sans qu'on vous la coupe. C'est vrai que ce n'est pas une discussion politiquement correcte, hein, mais bon, je pense qu'à un moment, ce sera intéressant qu'il y ait peut-être un travail plus sérieux sur ce sujet. C'est peut-être aussi sur le plan affectif, c'est-à-dire d'un rapport, et c'est peut-être la différence entre la stimulation personnelle. Philippe Bruno, moi pour avoir travaillé sur justement, on en parlait tout à l'heure hors antenne avec Arthur Vernon sur les personnes qui seraient infirmières sexuelles pour les jeunes qui sont handicapés, etc. Moi, j'ai quand même eu des témoignages de mères qui se sentent obligées de branler leur fils tellement c'est insupportable pour eux à 15-16 ans de pas pouvoir se masturber quand on a une telle poussée de testostérone. Donc je veux dire, ce besoin viril d'éjaculer, c'est quelque chose que seuls les hommes peuvent comprendre, mais ce serait bien que les femmes puissent quand même l'entendre. Qu'elles puissent l'entendre aussi, oui, bien sûr, je suis d'accord. Voilà, nous les femmes à 15 ans, on a certes, on a les mais ça n'a rien à voir, c'est absolument rien à voir. Et je suis pas sûr qu'il y ait encore une vraie étude très sérieuse quand on dit, voilà, s'il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de conséquences. Non, n'y a-t-il vraiment aucune conséquence psychique au plan biologique? Non, je disais au plan biologique, purement. Voilà, au plan biologique. Mais peut-être que d'un point de vue psychique, au bout d'un moment, il y a quand même, évident. Et il y a même peut-être très effectivement rapidement des problèmes qui se posent, qui peuvent peut-être, j'en sais rien, mais peut-être aller jusqu'à des drames.
évidemment. Merci en tout cas, Philippe. Ça Avec a lancé plaisir. un sujet qui convient très très bien à Arthur Vernon. Merci Philippe, bon été à vous. Et puis, Avec plaisir. si vous voulez, il y a un autre roman que vous pouvez emmener sur la plage, Taxithérapie. C'est Philippe qui en est l'auteur. Et c'est très intéressant. Et c'est aux éditions Serge Safran.